Sandrine, comment une fille connectée au vivant s'est retrouvée onologue au conseil? Alors quand j'étais petite, j'étais déjà, plutôt connectée parce que je ressentais énormément de choses, mais je savais pas quoi en faire. J'adorais manger, j'adorais le goût, j'adorais la nature. J'avais un grand-père, du côté de ma mère qui était paysan, qui avait une ferme et qui était hyper inspirant pour moi parce que je prenais énormément de plaisir à aller dans les champs avec lui, à cultiver, que ce soit, les patates, les asperges, à élever des lapins. Il avait tout un tas d'animaux. Et ça me touchait ce monde paysan, donc petit à petit, ça m'a parlé. J'avais besoin d'être, connectée au vivant et à ce monde paysan, à ce monde agricole. Et très tôt, en fait, inconsciemment, j'ai eu un accident d'équitation quand j'avais 15 ans et j'ai dû rester à la maison et j'avais un père, qui parlait pas beaucoup, avec qui j'avais pas de relation père-fille et j'avais beaucoup d'admiration pour lui, mais en fait, on n'arrivait pas à communiquer. Et à ce moment-là, lui, il est médecin, homéopathe, acupuncteur et il étudiait la médecine chinoise et l'astrologie occidentale avec une dame qui s'appelle Marguerite Dessurani, qui est morte aujourd'hui. Et en fait, comme j'étais bloquée à la maison, j'ai commencé à lire ses bouquins, à assister à ses cours, et c'est là où j'ai découvert l'astrologie avec les symboles des planètes, les symboles de l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui, qui était pour moi un sans le savoir, le début de la biodynamie, parce que quand je suis tombée dedans plus tard, et c'était un moyen inconscient de rentrer en connexion avec mon père. Et mon père adorait le vin, il me faisait goûter du vin tout le temps. Et du coup, j'ai su bien plus tard en psychanalyse, je suis allée dans le monde du vin pour dialoguer avec mon père. Et du coup, ça a fait que je suis arrivée à 18 ans, je savais que je voulais faire ça. Donc j'ai fait les études pour, mais sans savoir ce que j'allais en faire, mais inconsciemment pour ça. Quel a été ton premier électrochoc dans le métier? Alors mon premier électrochoc, ça a été quand j'étais salariée à l'ICV. Donc j'y suis restée 12 ans, de 2004 à 2016. Et j'ai fait un burn-out, mais suite à une vinification, c'était en 2008. Suite à ce millésime, donc j'ai mon collègue Marc Auclair qui tombe, qui se fait mal la veille des vendanges, et mon patron de l'époque répartit sa clientèle aux autres de nous. Et là, je me retrouve avec plus de 70 clients. Je commence à 6 heures le matin, je finis à minuit le soir. Je fais de l'abattage, mais l'horreur. Et je finis les vendanges en hurlant sur mon patron parce que j'étais au bout de ma vie. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me donne une augmentation, donc je rempile. Sauf que le mois d'après, je pleurais tous les jours, je savais plus où j'habitais. Et là, j'ai commencé vraiment à, à sentir qu'il y avait un problème. Donc j'ai continué à cause de cet argent, parce que j'avais énormément besoin de reconnaissance à l'époque. Mais je trouvais que ce que je faisais n'était pas axé dans l'humain. Je pouvais pas prendre le temps chez chaque vigneron. J'avais même honte d'aller chez eux à 22 heures pour goûter des vins. C'était indécent. Ça a été mon premier électrochoc. Et donc ça m'a coûté des séances de psy pendant au moins 6 mois. Quel a été le déclic pour créer ta propre voix? Alors je dirais le déclic pour créer ma propre voix, ça a été 2 choses. Ça a été la naissance de mon fils, même ma grossesse, ça a commencé là, parce que ça a été un énorme chamboulement pour moi. J'avais 31 ans, il me semble. J'étais vraiment, je sentais la vie en moi. J'étais quelqu'un d'assez autodestructrice avec moi-même. J'avais peu d'estime de moi, j'avais beaucoup besoin de reconnaissance, et l'arrivée de mon fils, j'ai senti vraiment la vie en moi qui m'a reconnectée à quelque chose de plus profond. Et en fait, j'étais tellement mal dans mon boulot et dans ce que je vivais dans cette société, l'ICV, que quand il est arrivé, il me l'a fait clairement comprendre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à l'amener à l'école, qu'il avait 2 ans et demi, j'ai senti vraiment qu'il était, on va dire, je pouvais pas le lâcher.
il était mal, il hurlait, il pleurait parce qu'il sentait que j'étais mal et puis, j'en pouvais plus de ça et quand il a eu 3 ans, j'ai refait un deuxième burn-out où j'étais mais au bout de ma vie, où j'ai envoyé chez mon patron en lui disant: «Je ne peux plus prendre personne» parce que j'étais devenue la spécialiste du bio, de la biodie et on m'envoyait des clients et moi j'ai dit: «Non, je peux plus, j'en peux plus». Donc là, je me suis encore effondrée pour la deuxième fois et là, je me suis dit: «OK, t'as ton fils qui hurle que en gros ça va pas», il te le montre en fait et en même temps, ça continue. Donc la seule chose, c'est j'arrête et quand je suis revenue, au bout de 15 jours, mon patron, il me dit: «Voilà, il faut que tu retournes là». Et j'ai fait: «Ben, non, en fait» et là, il me dit: «Ben, peut-être que tu as plus rien à faire avec nous» et là, ça a été un grand oui et là, j'ai sauté le pas malgré que j'avais une super situation, que j'avais un bon salaire, une bagnole de fonction, un téléphone, un ordi, enfin je sur le papier, j'étais cadre, tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais détruite et j'avais l'impression de pas du tout m'occuper de mes clients comme j'avais envie. Et en plus, ça faisait 2 ans que l'intégralité de mes clients me disaient: «Mais Sandrine, mets-toi à ton compte, tu géniale, ça va bien se passer et tout» et il fallait juste que j'ai un déclic suffisamment fort pour le faire. Sauf que quand j'ai dit stop, ben, j'ai eu une clause de non-concurrence, qui a duré 1 an, qui a été appliquée et du coup, j'ai pas pu travailler pendant 1 an, j'ai pas pu démarcher mes clients. C'est eux qui sont venus me redémarcher et enfin, je devais respecter cette clause. Donc en fait, j'avais énormément peur, moi qui avais besoin de reconnaissance, de pas être rappelée en fait et bah, ils m'ont rappelée et donc j'ai créé mon entreprise en mars 2017 qui s'appelle SB Wine Consulting. Alors, tu parles souvent de se reconnecter à soi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pour moi, la reconnexion à soi, c'est apprendre à se connaître soi-même et en fait, je parle de moi, je remarque que quand on apprend à se connaître, quand on apprend à reconnaître ses émotions, savoir d'où elles viennent, on est moins à l'aveugle dans sa vie, on est moins entraîné, on est moins, manipulé par, l'extérieur en fait. On est plus ancré, aligné pour prendre des décisions, pour avoir un état d'esprit cohérent avec ce qu'on a envie, avec nos objectifs. On est moins happé par, ce que disent les autres parce que moi à l'époque, j'avais énormément besoin de reconnaissance et je trouve que la reconnexion, à soi, c'est la base pour pouvoir écouter, s'écouter, écouter les autres et être pleinement soi et donc être pleinement épanoui dans sa vie, peu importe ce qu'on fait en fait. Et bon, moi, il y a eu plein de phases, mais j'ai beaucoup médité en groupe, individuellement. J'ai fait de la communication non violente, du design humain, travail sur l'ego énorme. Parce que l'ego, moi, je pensais que j'avais pas d'ego, mais j'avais un ego énorme, avec des grosses blessures d'abandon, d'injustice, de rejet également, que j'ai mis longtemps à travailler, à reconnaître, à traverser en fait, pour être bien avec moi-même et de m'en foutre de ce que les gens y pensent en fait, et de faire ce que j'ai envie de faire. Comment t'est venue l'idée de créer l'Unavitis, ton école? Alors mon école, j'ai commencé à écrire un projet en 2022 parce que depuis 2017 que j'avais créé SB Wine, donc des accompagnements personnalisés pour vignerons et vigneronnes, je me sentais démunie face à des problématiques et j'avais besoin de quelque chose d'un endroit où un vigneron puisse venir pour apprendre sur un sujet en particulier, suivre un cheminement complet. Je trouve que tous les apprentissages qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, type BPREA ou autre, quand on veut devenir vigneron, on apprend de la technique, mais on n'apprend pas à être soi-même. On n'apprend pas ce qu'on a vraiment envie de faire, quel type de vin on a envie de faire, quelles émotions on a envie d'amener dans son vin, qu'est-ce qu'elle a besoin notre vigne. En fait, on apprend des techniques, on a une super boîte à outils, mais quand moi je les récupère, ces vignerons ou ces vigneronnes, ils sont un peu paumés et ils manquent de confiance en eux et ils n'ont pas un projet, on va dire, global qui est cohérent, mais aussi qui est épanouissant pour eux. Ils pensent qu'ils ont écouté des gens, ils ont peut-être des fois essayé de recopier certains systèmes qui marchaient, mais qui ne marchent pas forcément pour eux. Donc j'ai voulu créer un endroit
où on peut soit être néo-vigneron ou en devenir et se former de A à Z sur son projet en globalité, soit tu es un vigneron en difficulté, tu as besoin de te former sur ne plus avoir de maladies dans tes vignes, sur la vente de vin, pourquoi tu n'arrives pas à vendre du vin, sur un tas d'autres sujets. Donc tout ça, tu peux le trouver dans mon école. Et ça, je pouvais pas le faire toute seule parce que je peux pas me démultiplier et je peux pas avoir des œnologues avec moi qui font ça. Je voulais distiller toute mon expérience de mes 20 ans d'expérience dans cette école avec 4 piliers autour de l'humain, autour du vigneron. Donc l'humain au centre avec la vigne, tout ce qu'on peut trouver en vigne, donc les couverts végétaux, tout ce qui est fertilité des sols, une vigne pour qu'elle dure 100 ans, tout ce qui est agroforesterie, tout ce qui est maladie de la vigne. Ensuite, il y a le vin. Comment je fais un vin qui me ressemble et qui se vend, c'est-à-dire un vin qui crée des émotions, que le client a envie d'acheter parce qu'il comprend ce que tu as envie de dire. Après, il y a tout l'aspect vente, le troisième pilier, où là, on travaille vraiment le commerce, ta stratégie, qu'est-ce que tu as à dire, c'est quoi ton histoire, etc. Et après, tout ce qui est entrepreneur, c'est-à-dire tout ce qui est gestion d'entreprise. Comment, quand tu es vigneron passionné, que tu aimes tes vignes, ton vin, tu deviens un entrepreneur responsable avec un système, une stratégie globale d'entreprise, du recrutement, de la gestion administrative, etc., etc. Ton approche est très singulière. As-tu toujours assumé qui tu es? Pas du tout. Ça, c'est mon cheminement personnel. Déjà, quand je suis arrivée dans ce monde du vin, j'étais une nana. J'avais 25 balais, je remplaçais un homme hyper connu qui avait pignon sur rue dans le Pic Saint-Loup, qui avait beaucoup d'expérience. Et moi, je me suis fait un petit peu secouer quand je suis arrivée. J'ai eu la chance d'être épaulée, d'être tutorée par cet homme, mais j'ai dû faire 2 fois plus de preuves et je pensais que c'était parce que techniquement j'allais être bonne entre guillemets, qu'il fallait que je sois encore meilleure pour qu'on m'accepte en tant que femme. Et après, petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance en moi, donc le fameux état d'esprit, tout en travaillant sur moi, en travaillant sur mes peurs, en travaillant sur mes croyances et en travaillant avec des vignerons aussi, en ayant des retours. Et petit à petit, j'ai cheminé et un jour, je me suis dit: «Mais putain, mais arrête de te cacher, en fait, parce que tu as un truc à dire qui est singulier, OK, mais c'est toi. Beh, parce que c'est toi, voilà, fais-le et puis, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer». Mais je pense que pour en arriver là, il faut, travailler un peu son ego, travailler un petit peu sa confiance en soi et ne pas avoir peur. C'est ce que je dis souvent aux vignerons. Tu as parlé de la souffrance invisible des vignerons. Et tu peux nous en dire plus? Alors oui, la souffrance des vignerons, je la connais depuis 20 ans maintenant. Alors, je les trouve souvent très fatigués, très passionnés aussi, mais très fatigués, souvent en difficulté financière avec beaucoup de questionnements. Ils voient peu de monde, ils sont très, très isolés. Ils se posent beaucoup de questions par rapport au changement climatique, et ils cherchent plein de réponses et des fois, ils écoutent le dernier qui est passé et ils ont du mal à se faire une idée globale de tout ça. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui reviennent régulièrement. Tu aides les gens à faire du lien. Oui. Entre quoi et quoi? Alors, j'aide les vignerons et vigneronnes à faire du lien entre eux et eux, déjà, entre leur partie consciente et inconsciente, entre eux et leur vigne, parce qu'en fait, à chaque fois, ils me disent: «Mais tu penses que je devrais faire quoi là à ma vigne?» J'ai fait: «Et toi, ta vigne, elle te dit quoi?» Donc faire le lien entre eux, c'est-à-dire apprendre à écouter sa vigne, à comprendre ce qu'elle a besoin parce qu'elle l'exprime clairement. C'est juste qu'il faut apprendre à le regarder, mais encore faut-il s'y pencher. Après, je les aide aussi à faire un lien avec leurs raisins et leur vin, c'est-à-dire quand ils vont aux vendanges, qu'ils goûtent leurs raisins. Souvent, ils m'appellent, ils me disent: «Ça fait 14 et demi, il faut que je vendange et tout, là, là». Je fais: «Est-ce que tu as goûté ton raisin? Qu'est-ce qu'il te raconte?» «Ah non, non, j'ai pas goûté». «Goûte ton raisin. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça?» C'est hyper important parce que c'est là où tout se passe, en fait. Et si tu pouvais parler à la Sandrine d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je suis fière de toi. Vraiment.